Le roman d'un chef-d'œuvre, un podcast des ateliers Henri Dougier. Certains tableaux ont cette étonnante capacité de nous réenchanter, corps et âme, de mobiliser notre mémoire, notre imaginaire, nos émotions. Mais comment sont-ils nés? Dans quelles circonstances et à quel moment de la vie de l'artiste? Chaque auteur de cette collection raconte la véritable saga d'un tableau, en le mettant en scène à l'époque et dans le lieu où il a vu le jour. Ces fragments de notre patrimoine universel sont une source inépuisable d'émerveillement et d'empathie. Face aux violences du monde, à nos peurs, à nos tentations de repli sur soi, la voix des artistes réconcilie, réveille et rassemble. Résonne alors en nous cette quête éperdue du beau, la beauté, simplement. Je me mêlais à un petit cortège de visiteurs qui défilaient devant les toiles accrochées au mur. Le groupe fit rapidement le tour de la pièce, ralentit un peu devant le Christ insulté, puis s'immobilisa devant Olympia. Et aussitôt le bourdonnement des conversations tomba. Les visiteurs contemplaient le tableau en silence, le regard fixe, comme frappés de stupeur. Me sentant soudain mal à l'aise, je rajustai la voilette de mon chapeau. J'avais l'impression pénible d'être regardée nue par la foule, et je me demandais ce que pouvaient penser de moi tous ces gens qui se penchaient vers la toile pour m'examiner de plus près. « Ce monsieur Manet ne manque pas de toupet !» s'exclama un homme en ajustant son monocle. À côté de son Christ, il nous montre une fille de joie. Et quelle fille, si encore elle était belle. Mais non, même pas. La chair est triste, morne, pâle comme celle d'un cadavre. Et cette attitude qu'elle a, le visage tourné vers le spectateur et le regardant en face, nullement gêné par sa nudité. Consternant, renchérit un autre spectateur. Cette façon de peindre à plat, sans effet de volume et sans perspective, on dirait un dessin d'enfant. Cette malheureuse Olympia n'a pas de vie, elle ressemble à une poupée posée sur son lit. Quant aux couleurs, elles sont indéfinissables. Blanc, rose pâle, crème, on ne sait pas. Comme si le peintre n'avait pas su choisir. Je me sentis blêmir sous ma mantille, voyant la catastrophe arriver. Moi, lança une femme en pouffant d'un petit rire pointu, c'est le chat noir que je trouve drôle. On dirait qu'il est passé sous un fer à repasser tellement il est aplati. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre bête? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Genre, madame, reprit l'homme au monocle, excusez-moi de dire les choses crûment, mais tout le monde sait que le chat noir est un symbole érotique. Toute cette scène, d'ailleurs, baigne dans une sorte d'érotisme lugubre. C'est une scène de maison close, assurément. Le bouquet de fleurs que tient la servante noire, n'est-ce pas? C'est un cadeau du client de mademoiselle Olympia. Scène de maison close, oui, je le répète. Plutôt que d'exposer au salon, monsieur Manet devrait peindre des cartes postales coquines. Tout cela vraiment est d'un goût exécrable. Oui, oui, reprirent en chœur plusieurs voix, exécrable, obscène, indécent. Les exclamations montaient, enflaient, se confondaient en une rumeur sourde qui emplissait la salle. On accourait de partout, on s'attroupait, on se poussait du coude pour mieux voir l'objet du scandale. Une femme brandit haut son ombrelle, faisant mine de lacérer le tableau. Je me disposais à m'enfuir lorsqu'apparut un jeune homme à cheveux longs, vêtu d'une chemise à jabot et d'un gilet rouge, à la mode des anciens romantiques. Le garçon se fraya un chemin dans le groupe, se retourna devant le tableau et s'écria d'une voix forte. « Moi, messieurs, je vais vous dire ce qui vous choque. Je dis messieurs, car c'est à vous principalement que je parle. Ce qui vous choque, ce qui vous gêne devant cette courtisane qui vous regarde dans les yeux, c'est que vous voyez vous-même la regarder. Vous êtes le voyeur, peut-être le client suivant, car vous êtes des habitués de ce genre de lieu, n'est-ce pas? Vous les connaissez bien, les Olympia, Apollonia et autres Artemisia. Vous les fréquentez. Ou si vous n'avez pas les moyens de les fréquenter, alors vous en rêvez. Deux visiteurs avancèrent brusquement vers le jeune homme, provoquant une bousculade. « Qui est ce blanc-bec qui vient nous faire la morale ?» lança l'un d'eux. Le garçon s'écarta et poursuivit en haussant le ton. Mais attention, messieurs, car c'est toujours à vous que je m'adresse. Attention! Olympia est peut-être une courtisane, mais elle n'est pas un jouet pour vous. Elle dispose de son corps. Elle le vend, c'est vrai, mais elle n'en est pas moins une femme libre.
Ce regard distant qui est le sien vous le montre, tout comme cette main posée sur son entrecuisse. Ceci est à moi. J'en fais ce que je veux. Voilà ce qu'elle vous dit, cette main. Mais faites-le donc taire, s'exclama une femme d'une voix suraiguë. Ce monsieur dit des saletés, vraiment, c'est un cochon, encore plus cochon que ce cochon de Manet. Vous venez d'entendre un extrait de La femme moderne selon Manet, un ouvrage d'Alain Leninez paru aux ateliers Henri Dougier et qui mêle récit romanesque et enquête historique pour raconter l'histoire d'Olympia, le sulfureux chef-d'œuvre de Manet. Alain Leninez, bonjour, vous êtes romancier, amateur d'histoire de l'art. Après avoir écrit notamment sur Michel-Ange ou sur Léonard de Vinci, pourquoi avoir choisi d'écrire sur Manet et en particulier sur Olympia ? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cet artiste et dans ce tableau ? Alors, Olympia est un tableau qui m'a toujours troublé et fasciné aussi, parce que quand on se trouve devant ce tableau au musée d'Orsay, c'est un tableau d'assez grande dimension. Il y a peu de recul à cet endroit du musée d'Orsay et on se trouve face à un tableau qui représente une femme nue qui vous regarde dans les yeux. On est regardé par elle, c'est l'impression qu'on a du moins. Et on est surpris, en quelque sorte, en train de faire le voyeur. D'où une sorte de trouble qui fait partie, je crois, du pouvoir de fascination de ce tableau. Alors, évidemment, il y a tout le reste, la beauté de ce tableau, même si Manet lui-même reconnaissait qu'il y avait des défauts, pas des défauts, mais il appelle ça des duretés, parce qu'un critique du temps lui avait dit « il y a des duretés dans votre tableau », et Manet avait répondu par écrit, quelque part, « on me dit qu'il y a des duretés dans Olympia, elles y sont, je les ai vues, j'ai fait ce que j'ai vu ». Alors quelles sont ces duretés, on peut se le demander. Ça fait partie de la nouveauté et du côté moderne du tableau de Manet, c'est que on lui a reproché par exemple son dessin, un dessin un peu trop net, un petit peu comme si l'image était découpée au ciseau. Un critique du temps a dit dans un propos rapporté par Malraux d'ailleurs, Manet dessine au fil de fer. Donc il y a ce côté net du dessin. Il y a un deuxième aspect qui a pu heurter les critiques de l'époque, c'est le fait qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jeu de lumière qui viennent adoucir les formes. Et enfin, troisième plan, il n'y a pas d'arrière-plan au tableau, donc pas de perspective, et on a une image qui est en aplat. Il y a presque un côté art naïf dans ce tableau. Alors à côté de ça, bien sûr, c'est un tableau magnifique, avec ce contraste, c'est une sorte de symphonie en noir et blanc, avec des jeux de contraste assez subtils entre la carnation blanc-crème du corps d'Olympia, la peau noire de la servante, le chat noir est un rappel du noir, plus ce magnifique bouquet de fleurs qui vient illuminer le tout. Il y a aussi ce collier noir au cou d'Olympia, qui a tellement fasciné un écrivain comme Michel Leiris qu'il a écrit un livre entier qui s'appelle « Le ruban au cou d'Olympia ». De toute façon, c'est un tableau magnifique, voilà pourquoi j'ai voulu écrire sur lui. Alors vous avez choisi de raconter l'histoire de ce tableau dans un journal fictif, qui est celui de Victorine Meurent, le modèle peint par Manet dans Olympia et qui a été son modèle préféré pendant des années. Dans quelle mesure ce choix de Victorine Meurent comme narratrice s'est-il imposé à vous ? En fait, je connaissais pas Victorine Meurent avant d'avoir commencé à réfléchir à ce livre. J'avais même pas remarqué que dans Le Déjeuner sur l'herbe et dans Olympia, c'était le même modèle, c'était la même femme qui avait posé. J'ai fait une enquête sur elle, et en réalité, elle apparaît dans 11 tableaux de Manet sur une période de 10 ans. Elle l'a vu créer, elle était aussi une amie, et elle était connue aussi des artistes du temps, parce que son métier, c'était de poser pour les peintres. C'était une jeune fille pauvre, qui posait pour les peintres pour gagner modestement sa vie, qui a même réussi à devenir à la fin artiste peintre. C'était pas évident de devenir peintre à l'époque. Donc voilà, je me suis aperçu que cette femme était intéressante, c'était un personnage vivant, passionnant. Donc c'est pour ça que Victorine Meurent s'est imposée à moi, comme narratrice, mais aussi comme héroïne du roman, à côté de Manet bien sûr. Pierre Bourdieu parle de révolution symbolique pour décrire la peinture de Manet.
Pour vous, est-ce que cette révolution passe par une nouvelle représentation des femmes? Est-ce que choisir Victorine Meurent comme narratrice était pour vous une façon de rendre compte dans votre ouvrage de cette volonté de briser la doxa dont parle Bourdieu? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une inversion du rapport habituel du regardeur par rapport à la toile. Laure Adler, dans un livre récent qui s'appelle Le corps des femmes, c'est un livre sur les femmes dans la peinture, dit qu'il y a 2 catégories de nus. Il y a les femmes que l'on regarde et les femmes qui vous regardent. Alors, bien évidemment, Olympia fait partie des femmes qui vous regardent. Elle n'est pas seulement un corps de femme, un objet de séduction, parce que son regard vous fixe, vous questionne. Bref, elle n'est pas objet, elle est sujet. C'est dans cela qu'elle est une femme moderne pour l'époque de Manet, mais peut-être aussi pour la nôtre. La doxa, dont Pierre Bourdieu parle, c'est la représentation dominante à une époque donnée, représentation ici par exemple de la femme, et il est clair que l'Olympia de Manet fait voler en éclats cette image de la femme sur les 2 plans, social et esthétique. D'où le scandale qu'a fait le tableau au salon de 1865 où il a été exposé. On a traité Manet de pornographe parce qu'il montrait une courtisane attendant un client. Alors c'est le fameux bouquet de fleurs apporté par la servante qui est le probable cadeau d'un client. De toute façon, le nom de Olympia désignait cette femme comme une courtisane parce que c'était un nom comme Apollonia, Artemisia, enfin c'était un nom d'emprunt de courtisane à l'époque. D'où le scandale que ça a fait. Il a subi le même sort que son ami Baudelaire pour les Fleurs du Mal, condamné lui en justice pour immoralité quelques années avant. Donc c'est peut-être en cela que Bourdieu parle de révolution symbolique. En quoi, pour vous, Alain Leninez, les tableaux de Manet et Olympia en particulier donnent-ils toujours matière à penser aujourd'hui, et pas seulement dans le domaine de l'histoire de l'art? L'Olympia de Manet est un des tableaux qui en fait couler beaucoup d'encre, et pas n'importe quelle encre. À l'époque de Manet, donc, Baudelaire, Mallarmé, Émile Zola, au XXe siècle, Paul Valéry, Michel Leiris, Malraux, et plus près de nous, comme on le disait tout à l'instant, Pierre Bourdieu et Michel Foucault aussi. Alors, Bourdieu pose la question de la place de l'art dans l'institution, donc dans la société. À l'époque de Manet, donc c'était le Second Empire, les salons annuels étaient la voie obligée pour un artiste qui voulait se faire reconnaître. Il y avait un jury qui choisissait les tableaux qui pouvaient être montrés au salon et ceux qui ne pouvaient pas l'être. Les membres du jury, c'était les membres de l'Académie des Beaux-Arts. Et Manet a été condamné à mort par les académiciens des Beaux-Arts. Parce que ces gens avaient le droit de vie et de mort sur une œuvre artistique. S'ils décidaient que tel peintre ne pouvait pas être exposé au salon, c'était fini. Le peintre était condamné à mort, artistiquement. C'est quand même étonnant, hein. Je crois que si Manet n'avait pas été soutenu à l'époque par des écrivains célèbres comme Baudelaire, Zola et Mallarmé, il aurait peut-être jamais percé. Alors on peut se demander si les choses ont changé aujourd'hui. Alors elles ont changé, oui, en apparence, puisque le goût a changé, et qu'on privilégie dans la création contemporaine le nouveau, le non conventionnel, voire le scandaleux. Mais non, en réalité, parce que il y a un autre pan de la société qui régule et formate le marché de l'art, comme on dit, il y a quand même le mot marché dans l'expression. Et aujourd'hui, pour qu'un artiste se fasse reconnaître, il faut qu'il soit exposé par un petit nombre de galeries prestigieuses, une dizaine dans le monde, hein, on pourrait les citer, et qui font le goût actuel, et qui font la cote des peintres. Autrement dit, il faut aussi en passer par là, en passer par ce système-là, aujourd'hui, où l'argent, d'ailleurs, joue évidemment un rôle important. Je crois que l'exemple d'un Jeff Koons, qui a été courrier à Wall Street avant de devenir le peintre le plus coté de notre temps, est à cet égard instructif. Alors, pour conclure, il y a aujourd'hui un marché de l'art qui a ses règles, comme il y avait au temps de Manet une institution, l'Académie des Beaux-Arts, qui régnait sur les salons et formatait les canons du beau. De toute façon, dans les deux cas,
La création n'est pas libre, elle est prise dans un système social. Alors qu'est-ce qui est mieux, le marché de l'art contemporain avec ses contraintes financières, ou bien l'Académie des Beaux-Arts du temps de Manet, ça j'avoue que je n'en sais rien. Merci beaucoup Alain Le Ninez. Merci. Je rappelle que votre livre La femme moderne selon Manet est paru aux ateliers Henri Dougier dans la collection Le roman d'un chef-d'œuvre. Il est disponible en librairie et en e-book. Pour ne manquer aucune actualité des ateliers Henri Dougier, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était le premier épisode du Roman d'un chef-d'œuvre, une série podcast proposée par les ateliers Henri Dougier, conçue et réalisée par Margot Grélier et Gaël Bidan. Les épisodes sont à réécouter sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée. Dans le prochain épisode, c'est le baiser de Klimt qui sera à l'honneur. Pour l'heure, il est temps de se quitter sur la sélection musicale de l'auteur. Alain Le Ninez, vous avez choisi de nous faire écouter la Rêverie pour piano de Debussy, interprétée ici par Simone Renzi. Merci à vous, merci à tous, bonne écoute et à très bientôt.